L'investissement socialement responsable, c'est en fait prendre en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion d'actifs. Alors, nous, on l'observe, Novetic, depuis 8 ans, hein, puisqu'on a été créé en 2001. Et ce qu'on observe depuis 8 ans, c'est une croissance constante de ce marché qui a atteint fin 2008 à peu près 30 milliards d'euros, ce qui peut paraître beaucoup, mais ce qui est en même temps pas tant que ça, puisqu'on n'est qu'à environ 2% du marché financier français en général. Donc, ce qui est important, c'est la croissance, par exemple, sur 2008, elle a été de 37%. C'est-à-dire qu'en période de crise, on a vraiment senti que l'investissement socialement responsable, l'ISR, apparaissait comme une sorte de valeur refuge, en tout cas d'un type d'investissement où on savait où on allait, parce qu'on vous explique assez bien sur quels critères on sélectionne des valeurs, comment on les garde, comment on les exclut. Donc on a un peu d'informations. L'année 2008, elle a aussi vu l'émergence, par exemple, de nouveaux fonds. C'est-à-dire il y a des fonds monétaires ISR. Au départ, l'ISR, c'était des fonds actions, donc on sélectionnait des entreprises sur des critères ESG. Aujourd'hui, il y a une offre assez large, on a quasiment toute la palette de types de placements, puisqu'on sélectionne aussi des États sur des critères ESG. Voilà. Environnement, social, gouvernance. ESG, ça a le mérite d'expliquer clairement de quoi on parle. Donc on sélectionne des États, on sélectionne du papier monétaire, comme on dit, c'est-à-dire des obligations courtes. Donc il y a aujourd'hui une palette très très large, et effectivement le fonds monétaire a été un refuge au moment où les marchés actions s'effondraient, pour faire simple. Et donc les offreurs de fonds ont créé des fonds monétaires ISR. La crise a été un facteur d'accélération de la prise en compte des critères ESG, qui sont souvent des critères de bon sens et de long terme. Et c'est les deux choses qui nous ont manqué le plus et qui ont conduit à la crise qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'acteurs qui souvent ont du poids économique et financier, qui militent pour que justement on revienne à des horizons d'investissement de ce type-là, et qu'on revienne aussi à des raisons, à des produits clairs, lisibles, compréhensibles. C'est une demande des investisseurs particuliers, mais c'est une demande des investisseurs institutionnels. Les fameux produits dérivés avaient des notices de centaines de pages auxquelles personne ne comprenait rien sauf leur créateur, donc par définition on allait vers du risque. On parle de marché de l'ISR, mais en fait on pourrait effectivement plus dire que l'ISR aujourd'hui est une politique pratiquée par de grands acteurs institutionnels, puisque sur les 30 milliards d'euros que représente le marché ISR, les 3/4 sont détenus par des investisseurs institutionnels. Il n'y a que 25% des encours ISR qui sont détenus par des particuliers, et encore dans ces encours-là, il y a l'épargne salariale, qui est une épargne beaucoup plus conduite en fait que celle des simples particuliers. Donc, et cette part des particuliers ne cesse de diminuer. Donc aujourd'hui, pour une raison très simple, hein, c'est qu'on n'offre pas aux particuliers qui placent de l'argent via les banques ou les assurances très rarement ce type de produit, alors que tous les grands réseaux bancaires et assurantiels ont ce type d'offre. Mais pour des raisons diverses et variées, ils ont pour l'instant été très réticents à les commercialiser massivement, pour l'essentiel parce que c'est compliqué et on ne vend pas des produits ISR sans former ces réseaux. Or les réseaux aujourd'hui ils sont pas formés forcément pour vendre des fonds, et ils sont plutôt formés à vous demander est-ce que vous êtes prudent, dynamique et équilibré. C'est évidemment, il faut aller beaucoup plus loin pour vendre des fonds ISR. Il faut pouvoir discuter avec les clients, parce que c'est-à-dire qu'un client particulier qui a, je ne sais pas, admettons 20 000 euros à placer, il va forcément dire ah bon, mais c'est quoi ces critères, et puis pourquoi il y a telle entreprise dans le fonds, expliquez-moi, et comment est-ce qu'on évalue une entreprise sur ce genre de critères, etc. Parce que soit il va avoir ce genre d'intérêt, soit de toute façon, ce n'est pas le type de produit qui le concerne. Et là, il faut évidemment que le chargé de clientèle soit capable de répondre à toutes ces questions-là. Donc là-dessus, un certain nombre de réseaux ont fait des choses. Hein. Il y a les deux exemples que j'ai en tête aujourd'hui, c'est par exemple la Banque Postale et puis Allianz côté assureur, qui ont, et comme par hasard, eux, ils ont fait l'effort de former leur réseau, ils proposent une offre et du coup, ils collectent sur l'ISR. Alors, notre finalité depuis le début, c'est effectivement de faire la promotion de l'investissement socialement responsable sous toutes ses formes, et puis d'accompagner ces évolutions. Donc, on s'intéresse évidemment aux investisseurs institutionnels pour lesquels on organise des travaux spécifiques, des colloques, etc. Mais on n'oublie pas les particuliers, et on s'est dit avec nos petits moyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'encourager les acteurs financiers à proposer ce type de produit. Donc, on s'est dit, créons un label. Donc le label, comme on sait, c'est effectivement un repère efficace pour le client final. Donc c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut effectivement qu'on puisse l'aider à comprendre mieux. Donc déjà, il faut aider à ce que les promoteurs de fonds expliquent mieux. Parce que ce qui nous a frappé depuis 8 ans, c'est que vraiment, il y a un travail énorme qui a été fait sur l'analyse extra-financière, sur l'intégration de cette analyse dans la gestion. En revanche,
il y avait presque tout à faire sur l'explication au client de comment on fait. Or, comme toute chose, on peut faire de la pédagogie, hein. Donc c'est vrai qu'on a poussé ce label à quelque chose de simple, de lisible, avec juste 4 critères, mais qui doivent effectivement encourager la transparence. Donc sur les 4 critères, le premier consiste à exiger qu'il y ait 90% des actifs du fonds qui soient analysés sur des critères environnementaux et sociaux et de gouvernance, les 3 ensemble. Le deuxième critère, c'est que le processus extra-financier doit être clairement expliqué, de préférence sur le site internet, c'est-à-dire pas au client qui a souscrit, mais à celui qui potentiellement s'intéresse à ces sujets-là. Troisième chose, il doit y avoir un reporting extra-financier le plus clair possible qui vienne compléter, qui soit aussi fréquent que le reporting financier. Et dernière chose qui n'était pas la moindre, on demande à ce que l'intégralité des lignes du portefeuille du fonds qui soit labellisé soit publique. Et ça, c'est une pratique qui est absolument peu répandue. On avait regardé, on liste 250 fonds sur le site novetic.fr. Sur les 250 fonds début 2009, 2 seulement pouvaient prétendre avoir le label. Donc ce label a créé une émulation réelle dans le marché de l'ISR français, ce qui a fait que les sociétés de gestion ont vraiment travaillé pour essayer de l'avoir, qu'on a eu 121 candidats et qu'on a pu labelliser 92 fonds. Donc vous imaginez le travail en septembre 2009. Donc en 9 mois, on est passé de 2 fonds potentiellement labellisables à 92 fonds effectivement labellisés, parce qu'il y avait un énorme effort de travail et d'explication et de pédagogie que les sociétés de gestion ont fait sur leur site internet en particulier. Alors le label est millésimé, parce qu'effectivement, le monde bouge très vite, je ne vous apprends rien, et que donc l'idée c'est qu'il est attribué pour 1 an et qu'on vérifie au bout de 6 mois que les éléments qui nous ont été montrés pour l'attribution du label sont toujours là. Et qu'effectivement, il faut recommencer l'année suivante, mais effectivement, il y a une édition 2009, il y a une édition 2010, et ainsi de suite, on l'espère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que le contexte a radicalement changé, puisque l'ISR était un marché de... Ça reste un marché de niche, mais enfin, on était à une toute petite niche il y a 8 ans, aujourd'hui elle grandit. Alors, en termes d'encours, mais elle grandit aussi en termes de diffusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et gouvernance est vraiment en train de s'élargir à l'ensemble des gestions. Et les sociétés qui ont investi dans de l'analyse extra-financière essaient de la mettre à disposition de tous leurs gérants. Le deuxième élément, c'est que le régulateur s'intéresse à ça. Le Grenelle de l'environnement a généré 2 projets de loi, Grenelle 1 qui est déjà adopté et Grenelle 2 qui est en débat à l'Assemblée nationale. Donc dans le projet qui est encore en débat, il y a effectivement un article qui encourage les sociétés de gestion à expliquer comment elles prennent en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. S'il est adopté, ce qui est possible, hein, en l'état, effectivement, ça va changer la culture des sociétés de gestion qui, du coup, vont être amenées à faire de l'information là-dessus, à expliquer comment elles utilisent l'analyse extra-financière. Et là, on peut imaginer que ça fasse un progrès tout à fait important dans la généralisation de ce type d'analyse, puisque Novetic fait effectivement partie de ceux qui considèrent que l'ISR aura réussi quand il aura disparu d'une certaine façon, c'est-à-dire quand il aura été absorbé au bon sens du terme par la gestion d'actifs. Au bon sens du terme parce qu'il doit être absorbé en étant réellement pratiqué, bien sûr.